Salut Jérôme. Salut. Bon, bah écoute, quoi de neuf? T'as du neuf à dire sur le catch ou quoi que ce soit? Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes mouvements, à l'infini. Putain, t'es blaze quoi, on croirait un match Lesnar-Gosberg quoi, t'entends? 1 minute 30. Ouais, bon, bah écoute, ouais, c'est parti hein. Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Jérôme, Michael, Guillaume et Mehdi de Death Podcast vous accompagneront dans le monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranaiんだろう。だから今からですね。Cette superbe envoi Par-dessus la troisième corde, vous êtes en retard, Philippe. Ah mais parce que ça va très vite, ça va cette très vite. fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui. Ce qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez qui est passé. Dime Awesome. Bonjour à toutes et à tous et de retour dans ce troisième épisode de Catchacast. J'arrive de mieux en mieux à le dire au troisième. On se retrouve donc troisième épisode, 3 intervenants. Cherchez pas une logique dans le numéro, mais aujourd'hui il se trouve que c'est le cas. Et on a Michael qui nous a rejoint et qu'on espère qu'il sera longtemps avec nous. Salut Michael. Bonjour. Comment va? Ça va bien, ça va bien. Ça va. La motivation est là. Et Jérôme, hello Jérôme. Salut tout le monde. Oui, moi je suis là et je vais bien et je suis très content qu'on reçoive Michael. Il faut. Très bien, mais j'essaye de rôder à tel un commentateur. Là, je suis plus en mode call qu'autre chose. Ça va aller mieux en cours de route. Plus sérieusement, aujourd'hui, on a un sujet qui divise, qui clive, comme on dit dans le monde des médias. C'est la question du règne des face, heel et twinner. Tout est un peu en train de changer. Et on s'est dit, si on essayait d'y voir un petit peu plus clair, notamment dans cette... Il y a une crise qui est assez emblématique là-dedans, ce qu'on appelle les babyface. Alors comme d'habitude, on va pas vous laisser au milieu de tout ça sans définition, surtout si vous êtes néophyte. Déjà, on va commencer un petit peu à redéfinir les termes. Donc il y a le terme de babyface. Est-ce qu'un de vous deux... Alors on va commencer simple, on va commencer par les face. Est-ce qu'un de vous deux voudrait le définir en quelques mots rapidement? Jérôme, tiens, allez. Babyface ou face, comme son nom l'indique, au catch, donc il y a baby, vous pensez bien que... Et en fait, les babyface, c'est les gentils. Parce que le catch, j'espère que vous le savez quand même, c'est un peu la répétition absolue, infinie du combat du bien contre le mal sans les génériques de Bernard Minet. Mais on a donc le gentil qui est celui qui porte, je dirais, les bonnes valeurs, la probité en particulier, l'honnêteté et qui sera toujours clean, qui est le babyface. Et il a donc son adversaire qui est le heel. Et donc pour toi, Michael, c'est quoi un heel? Un heel, c'est censé être celui que les gens veulent voir perdre. Et s'il y a cette dualité entre heel et face dans le catch depuis les débuts, c'est pas pour rien, c'est parce que on s'est assez vite rendu compte que si le public n'est pour personne, c'est assez fade au niveau des réactions. Ouais. Donc le heel est censé utiliser des différentes façons d'avoir l'air méchant, ça on va en discuter, pour que les gens veuillent, pour qu'il y ait des réactions pour l'autre dans l'autre sens en fait.
Donc là, pour quelqu'un qui débarquerait, commencerait avec ce 3e épisode, hein, comme on dit du côté comics chez Stan Lee, un comic book c'est toujours le premier de quelqu'un quelque part dans le monde. Pour le catch, c'est un peu pareil. Si on devait résumer avec une œuvre pop, je prendrais peut-être Batman Dark Knight, c'est-à-dire c'est les revers d'une même face. On sait qu'ils sont vraiment assez indissociables dans les rivalités qu'on peut voir. Alors Jérôme a rajouté le terme de baby devant face. Là on est vraiment, quand on parle de baby face, c'est le plus haut rang du face, le plus gentil des gentils. Il y en a un que vous connaissez même si vous n'êtes pas forcément fan de catch, qui est John Cena, parce qu'il est apparu au cinéma, il est apparu dans pas mal de talk shows américains, on le voit un peu partout. Et on a aussi ce qu'on appelle des turns. Alors là on définit très rapidement des turns, c'est-à-dire qu'il est possible dans le merveilleux monde du catch de passer de l'un à l'autre. Donc on peut être un très très gentil et puis passer pour l'ordure la finie, la plus immonde que la terre ait portée, et inversement. Et on a une 3e définition, et on va se lancer ensuite en plein dans le sujet, qui est le twinner. Alors là, qui est-ce qui s'y colle? Bon allez, Michael. Le twinner, c'est... je pense que les définitions varient selon les époques, mais selon moi, c'est a priori un gentil, mais qui se comporte comme un méchant avec les autres catcheurs d'une certaine façon, enfin qui reste cool, c'est-à-dire qui ne commence pas à être gentil et à sourire à tout le monde, mais qui continue à vanner les catcheurs ou voire pas à tricher. Je pense que c'est encore autre chose. Ça, on en parlera justement tout à l'heure. Le twinner, c'est plutôt, je sais pas si vous avez des bons exemples de twinner, vous. Le twinner, c'est je dirais, c'est une forme de modernité qui est apparue à la fin des années 90 avec typiquement Stone Cold Steve Austin. Aujourd'hui, on peut... Alors, je dirais la définition canon voudrait que notre ami John Cena soit un babyface bon teint, mais est-ce que Cena a pas été par moment plutôt un twinner ou il y a un cas encore plus particulier à mon avis pour statuer, c'est Brock Lesnar. Moi, Brock Lesnar, en fait, quand j'ai repris le catch, aux personnes avec qui je parlais de catch, je disais, mais Brock Lesnar, il est quoi? Il est heel, il est face? Et tout le monde m'a dit, Brock Lesnar, il est Brock Lesnar. Donc, est-ce que Brock Lesnar est un twinner ou est-ce que Brock Lesnar est vraiment Brock Lesnar? C'est très intéressant parce que justement, Brock Lesnar, c'est un exemple parfait des problèmes que ça pose. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un twinner dans le sens où justement récemment il a eu un match contre un heel et que le problème c'est que normalement la dynamique d'un match de face contre heel c'est que on est censé être inquiet pour le face et que le heel est censé être dominateur ou voilà. Sauf que ça ne fonctionne pas avec Lesnar parce que Lesnar est très très fort et que c'est un des seuls catcheurs, enfin dans l'histoire du catch c'est probablement le catcheur qui a l'air le plus légitimement dominant par rapport à ses adversaires. Donc peut-il être face puisqu'on ne s'inquiète pas pour lui? Donc voilà, c'est toute la question qu'on va se poser. Exactement. Pour resituer un petit peu, pour ceux qui referaient toute l'historique, que ce soit la WWE dont on parle souvent ou d'autres fédérations, là les références, Brock Lesnar c'est un ancien, et encore quand ça lui arrive d'y retourner, lutteur UFC, Free Fight, qui a pour doux surnom de Beast. Vous comprenez un peu mieux pourquoi mes camarades parlaient de domination. Le seul autre qui s'en rapprochait un peu, c'est Batista, qu'on retrouve maintenant, que vous connaissez peut-être aussi au cinéma, dans notamment Les Gardiens de la Galaxie, qui avait pour doux surnom aussi l'animal. Le match auquel faisait référence Michael, c'était lors d'un pay-per-view qui avait le nom très poétique de Big Balls on Fire, Great Balls on Fire. Il faut le chanter normalement. Normalement, mais il faut être texan pour ça, donc je n'y aventurerai pas. Et le heel en question était donc Samoa Joe. Donc on vous a défini un petit peu tout ça. La question qu'on va se reposer tout de suite, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une panne du modèle face contre heel? On a un petit peu un changement de paradigme. Jérôme, tu nous définissais tout à l'heure avec le clivage bien mal. Est-ce que ça peut pas être un point de départ pour se dire, tu parlais de période moderne justement, est-ce que ça peut pas être notre point de départ pour se demander pourquoi tout fout le camp en ce moment?
Bah parce que c'était mieux avant, évidemment, on le sait. Hein. Non, mais quand tu... Alors, si on se replace, je dirais, dans l'idée un peu plus large, alors, je ne vais pas dire de l'histoire des sciences et de l'épistémologie, mais en fait, on a quelque chose qui s'appelle la postmodernité, qui existe en sciences et même dans l'art depuis le bon milieu du XXe siècle. Et en fait, la postmodernité, c'est quoi ? C'est de se demander pourquoi finalement les choses sont les choses et pourquoi les choses ne sont pas restées de tout temps exactement les mêmes. Et du coup, pour ce qui est des personnages de catch, alors le catch, art forain, art de spectacle, donc comment ils disent les Américains, sport entertainment, donc du divertissement sportif, a construit toute sa dramaturgie autour de la question de exactement ce que disait Michael. Il faut que tu trembles pour le bon, pour le soutenir. Et pour que le méchant finisse par perdre. Et au final, la postmodernité s'est posé la question avec les motivations, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu interroges tellement la source des choses que finalement, est-ce que les sources du bien sont si claires que ça ? Est-ce que les sources du mal sont si claires que ça ? Et donc du coup, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se dire clairement ceci est le chevalier blanc gentil et ceci est le vil méchant, évidemment avec une tenue noire qui va venir tricher pour prendre la victoire. Donc grosso modo, c'est autour de ça, c'est autour de, je dirais, l'interrogation du positionnement des personnages qui fait que aujourd'hui c'est plus aussi facile de définir le positionnement, et donc forcément et en particulier ce qui était le bien, parce que on dirait qu'il y a peut-être une sorte d'invariant du mal par rapport à ça, mais ceux qui étaient le bien, c'est plus aussi clair, la veuve, l'orphelin, on sait plus. Alors justement, tu voulais peut-être intervenir, Michael, je voyais porter le micro à la bouche, je pensais que c'était pour ça. Oui, alors peut-être qu'on va essayer de prendre des exemples concrets, parce que je te voyais parler de gars en noir, en cuir, j'allais faire une référence de vieux, l'homme à la moto d'Edith Piaf, mais beaucoup de gens ne vont pas le comprendre, donc je vais prendre des exemples plus proches de nous. En l'occurrence, un petit peu le règne des salauds qui fascine de plus en plus et qu'on retrouve de plus en plus dans les fictions. Ça peut peut-être être un truc qui n'est pas étranger aux transformations de ce qui nous intéresse là dans le domaine du catch. Je vais vous citer en vrac Dexter, Walter White, Hannibal. Les trois, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est d'être effectivement des ordures qu'on aime à admirer dans les fictions, et ça fait complètement vriller cet archétype qu'on avait de manière peut-être un peu plus figée dans les fictions d'antan, si on continue à faire les vieux cons. Et justement, donc ce clivage bien mal se retrouve un petit peu biaisé. Et il y a un deuxième point qui est très important aussi, c'est qu'il y a un truc qui est arrivé, que nous les vieux on a vu arriver, car nous ne sommes pas des natifs des internets, c'est l'arrivée du net. Ça a complètement changé le rapport aux fictions de manière générale, et surtout à la fois la réception des fictions par les spectateurs et la façon dont leur feedback vient changer justement une histoire, voire le statut des protagonistes. Un exemple encore une fois canonique qui est au niveau des séries télé, c'est il y a eu un avant et un après Lost en termes de réception des fictions, on va dire pas de com, mais on va dire de retour des fans, ce qu'on appelle le fandom, donc les univers des fans. Alors voilà, la question c'est effectivement, en plus avec les offres qui sont très très larges et que Michael connaît de manière plus pointue que nous, avec tous les talks qu'il peut y avoir autour, notamment entre autres de la WWE ou tout ce qui est créé autour d'un même univers, est-ce que ça vient pas forcément mettre tout ça sans dessus dessous? Déjà par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu recoupes, avec quoi tu es d'accord, avec quoi tu es moins d'accord? Oui, j'aimerais ajouter qu'en effet, il y a l'évolution des médias qui a changé le regard des choses et qui a une mode, en effet, comme tu disais, de quelque chose de plus sombre et d'être plus fan des méchants et tout. Il y a aussi une évolution de l'âge du public, je pense. Oui, certainement. Clairement, quand on voit des pay-per-view
des années 80, le public ne va pas avoir l'idée de ne pas aller dans le sens de ce qu'on lui donne, en fait. Ils applaudissent les gens qu'on doit applaudir et ils bouent les gens, et encore, ils bouent, ils huent. J'ai tendance à dire bouh parce qu'on le dit bouh en anglais. Mais ils huent et encore, ils huent pas beaucoup, franchement, dans les années 80. J'ai l'impression qu'ils sont pas très méchants, en fait. Et ils sont devenus beaucoup plus cyniques et ils refusent. Il y a maintenant une interaction qui est quelque part plus intéressante, où ils refusent le sens qu'on leur donne. Donc c'est là que tout est remis en question. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes de face qui doivent être face, mais qui ne sont pas face, et de heel qui doivent être heel, mais qui sont appréciés. Et ça devient compliqué parce que le public fait ce qu'il veut. Il refuse donc le diktat de on t'a dit c'est lui le gentil ou le méchant. Et la WWE se fait une tradition de plus en plus qui l'amènera à sa perte. De couvrir, entre autres. De couvrir et de vouloir à tout prix aller dans le sens inverse de la marée, quoi. Donc, disons que l'intérêt, c'est que ça fait forcément réagir le public. Bon, on va évidemment parler de Roman Reigns. Et Roman Reigns, en ce moment, ça fait quand même bien 2 ans que la WWE essaye de le pousser pour en faire, pas le nouveau John Cena, parce que dès qu'un mec est poussé, on dit que c'est le nouveau John Cena, mais c'est plus compliqué que ça. Finalement, le public le hue largement plus que ce qu'il attend. Mais est-ce que en faisant ça, finalement, est-ce que c'est pas comme ça qu'il pousse le mieux Reigns, en disant aidez-le, aimez-le, les gens disent non, on va pas l'aimer, mais ils finissent par réagir à Roman Reigns, quoi. On finit par plus savoir. En fait, il y a des théories comme quoi WWE, c'est très cynique et c'est très très bien comment fonctionnent les gens et qu'elle l'utilise. C'est-à-dire qu'on a entendu, alors c'est toute la modernité justement de ce qu'est un face et un heel maintenant, c'est qu'on a entendu Triple H dire, je crois clairement, mais pourquoi on ferait faire un heel turn, donc on transformerait en méchant John Cena ou Roman Reigns, puisqu'ils sont déjà à la fois face pour certains et heel pour les autres. Donc il y a des gens, et c'est là que c'est le point le plus important là, d'un point de vue commercial, il y a des gens qui vont payer pour les voir perdre, il y a des gens qui vont payer pour les voir gagner. Donc c'est parfait, en fait. Pour eux, c'est parfait. Le seul truc qui est intéressant, c'est qu'on reste vraiment à la définition au cœur du catch, que c'est le public de toute façon qui fait ce qu'est un catcheur. Donc là, en l'occurrence, tu peux avoir tous les script doctors, les gens donc, qui écrivent les scénars ou les gros PDG de tel ou tel fédé de catch, c'est quand même eux qui font. À la nuance que ça atteint, alors tu nous avais souligné un détail assez rigolo, parce que ça devient presque une farce, ce fameux détournement où le public ne veut pas être un mouton, mais où ça devient presque absurde, avec notamment, tu avais relevé l'exemple de la NXT, où finalement c'est les chants au bout d'un moment ne veulent presque plus rien dire, c'est presque plus des indicateurs. Alors peut-être que tu peux détailler. Ce qu'on appelle donc des chant monkey, parce que normalement on parle de spot monkey. Les spot monkeys, c'est des catcheurs qui font des galipettes et qui ne font que ça. Et les chant monkeys, du coup, c'est un public qui préfère s'entendre chanter des trucs que de regarder le match. Et il y en a en effet pas mal à la NXT, ce qui donne des matchs où on a Shinsuke Nakamura, donc, qui est un excellent catcheur japonais, qui a un match contre, je sais pas, Finn Balor ou Samoa Joe. Et ils font de leur mieux pour avoir un bon match. Ce qui est important à dire, c'est que le public est très important dans le catch, parce que le catch, c'est vraiment un retour entre le public et les catcheurs. C'est-à-dire que les catcheurs donnent une rythmique à leur match. Le public ponctue ce qu'ils font, et c'est vraiment ensemble qui donne quelque chose. Et quand le public n'est pas avec le match, ne ponctue pas le match, c'est-à-dire ne réagit pas quand il est censé réagir, c'est très bizarre à voir et ça ne fonctionne pas. Voilà. Et le problème, c'est que quand les chant monkeys passent le match à chanter la musique de Nakamura, que vous ferez mieux que moi. Voilà. Au violon. Oui, voilà. Donc du coup, en fait, ça donne une ponctuation qui ne fonctionne pas pour les matchs. C'est-à-dire que la ponctuation, elle est indépendante du match. Donc on a l'impression qu'en fait, ils s'en foutent du match. Donc ça pose vachement de problèmes, quoi. C'est surtout que à ce moment-là, en termes de conscience,
le public est devenu pratiquement trop conscient, trop conscient de son rôle. Et donc on a 2 illustrations. On a donc le fandom qui peut faire et défaire les personnages, ou qui justement, comme il peut être à la fois pour Roman Reigns et contre Roman Reigns, va payer dans tous les cas pour aller voir Roman Reigns. Et le fait que finalement il ait atteint un niveau de conscience au point que eux ils y vont finalement pour chanter. Ce qui se passe alors c'est pas secondaire parce qu'ils sont quand même venus pour faire ça, mais ils sont venus pour faire ça, mais même en dehors du cadre de ce qu'il leur est proposé. Et d'ailleurs c'est dommage, et d'ailleurs tu faisais remarquer que autour de NXT en fait c'est très étrange, parce qu'à la NXT on voit encore des faces, des vrais faces, des gens où on peut pas discuter une seule seconde du fait qu'ils soient face, au hasard, tout à fait au hasard, Sami Zayn. Et donc quand ces gens-là ont fait largement leur preuve donc dans cette division de développement comme ils l'appellent, et qu'on dit bon ben voilà, ces mecs sont mûrs pour les passer au-dessus, donc à Raw ou à SmackDown, en fait ce qu'on s'aperçoit c'est qu'ils n'ont plus du tout leur place dans les divisions supérieures. Alors que ça reste d'aussi bons catcheurs et d'aussi bons performeurs, mais finalement leur personnage qui était clairement défini n'a plus du tout sa place quand il est aussi largement diffusé sur les divisions principales. Et ça, moi j'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre, parce que je suis le premier à me faire avoir à chaque fois. J'avais dit pour Sami Zayn, oh là là, quand il va passer au-dessus, il va tout casser. Planté. Et pour Bayley c'était encore pire. Moi j'étais persuadé que Bayley elle allait vraiment être la figure de proue de la Women's Revolution, et finalement c'est celle qui a le moins marqué de toutes des 4 Horsewomen, quoi. Donc des 4 catcheuses passées par la NXT qui sont montées en division supérieure. Bayley on sait vraiment pas quoi en faire, quoi. Alors ça pose plusieurs problèmes. Je pense que ça pose déjà le fait qu'il y a un truc quand même qu'il faut dire aussi, c'est que pour un catcheur, il vaut mieux démarrer comme un heel, parce que quand on est un heel, on est censé ne pas être apprécié du public, et au pire, si on est pourri, si on n'arrive pas à parler, si on n'arrive pas à catcher, bon bah les gens nous aimeront pas, donc ça peut fonctionner en fait. Alors que se faire apprécier du public, c'est plus compliqué, et on est un peu obligé de... La question, c'est comment on débute un face, quoi. Oui. Quelle est la recette miracle pour que ça fonctionne? Et je pense que en effet, il y en a pour qui ça devrait fonctionner naturellement. Zayn, normalement, quelqu'un, il a ce côté héros qui a du courage. Ouais, il tout, embrasse donc, les foules, il n'a pas de soucis, contrairement à Roman Reigns qui est un peu plus en difficulté, notamment au micro. Oui, et puis il dégage l'impression de ne pas être sympa, Roman Reigns. Oui, les gens ont c'est parfois, et c'est pour ça que alors moi j'ai toujours le problème avec les gens du Shield, parce que je trouve que les 3 sont vraiment très antipathiques, et qui fonctionnaient très très bien dans The Shield, parce que c'était une bande de mecs pas très sympas, un peu très arrogants. L'avenir va peut-être te donner raison, d'ailleurs, parce qu'en ce moment il y a des rumeurs d'une réunion de Shield, mais en face ou en heel. On verra. Je pense que le problème, c'est que après, c'est le problème de. Alors autre sujet par rapport au face, c'est par rapport à l'argent que ça leur apporte. Donc les petits détails qu'on peut apporter, c'est qu'un face, si j'ai bien compris, il fait plus d'argent. Enfin, oui, en fait, les faces font plus d'argent en vendant des goodies que les heels. Oui. Donc c'est important, parce que souvent ils vont pas sous-estimer. Ils vont transformer quelqu'un en face parce qu'ils veulent faire de l'argent avec. Alors qu'à la limite, c'est pas forcément un face naturel et qui va pas fonctionner. C'est exactement ce qui se passe avec Reigns et Ambrose et Rollins. C'est que surtout Rollins, c'est le pire, parce que Rollins ne peut pas être. Déjà, il a une voix qui est insupportable, donc il ne peut pas être face, ça ne va pas fonctionner. Et en plus, ils n'arrivent pas à en faire un face parce que au début qu'ils l'ont tourné face la première fois, il n'arrêtait pas de se plaindre auprès de Stephanie McMahon. Mais moi j'étais là, mais alors ça c'est ce dont on a parlé, c'est comment doit se comporter un face ou pas, quoi. Et le truc c'était, mais si t'es face, tu vas pas te plaindre, faire le Calimero, gémir, voilà, ça ne marche pas, quoi. Il faut que tu sois y a-t-il une éthique du face? Vous avez 3 heures. Justement, tu m'as mis la puce à l'oreille sur un truc qu'on n'a pas évoqué quand tu parlais du Shield. C'est la question justement des tags, voire groupes au-delà de 2. Et je voulais évoquer une partie des années 80-90 qui était la génération Cheat to Wins, qui s'est pas mal illustrée notamment avec la famille Guerrero, et pour ne pas citer la figure de proue qui était Eddie, paix à son âme. Et justement, là, on avait encore un autre ordre d'idée. C'était des mecs qui, déjà à l'époque, étaient
pas vraiment tout à fait classable. On pouvait aller du côté du heel parce qu'il trichait, et tricher, ce n'est pas bien, surtout pour un truc qui peut être aussi apprécié par des enfants. Mais en même temps, il y avait toute la bouffonnerie et le côté presque fourberie de Scapin, j'ai envie de dire, pour les amateurs de théâtre, qui faisait que ça tenait et on avait un équilibre plutôt chouette. Je ne sais pas quels sont vos souvenirs de cette époque-là ou de vos, justement... Bah toi, tu parles de Chavo Guerrero. Moi, en fait, oui, et de Eddie, bien sûr. Moi, je pense surtout à Razor Ramon. Parce que, oui, c'est vrai que typiquement, Razor Ramon, quand j'étais petit, pour moi, c'était. J'ai toujours pensé que c'était un heel. Pour moi, c'était un méchant. Mais en fait, c'était pas un méchant. Et si tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, c'est ça qui est. C'est ça qui est difficile, c'est que tu peux très bien replacer les personnes, même si tu les replaces dans leur contexte, que ce soit avec mes yeux de l'époque ou avec mes yeux d'aujourd'hui, je crois que pour moi, Razor Ramon, c'est encore plus compliqué aujourd'hui de dire, outre le fait que je détestais sa gueule, que je détestais sa coupe de cheveux et que, pour le coup, ouais, il était pas méchant, mais il avait toujours le petit détail pas tordu ou pas à faire semblant de faire une fourchette à l'arbitre pour que l'arbitre voit pas les trucs. Mais c'était un personnage malin et du fait de sa gueule, faut le dire, pour moi c'était pas un personnage malin, c'était juste c'était un fourbe. Mais est-ce que c'est vraiment un méchant? C'est pas sûr du tout, quoi. Il y avait quand même l'époque qui le voulait et on avait notamment autour de lui Steve Nash qui avec son côté daddy cool respirait le côté cool mais était donné à des moments, on pouvait osciller sur une dimension un peu d'ordure. Bon, il n'y a pas vraiment, comme vous vous en rendez compte, de réponse. Il y a des, comme le disait tout à l'heure Michael, il y a finalement que des réponses du public et de l'alchimie. Ça restera jamais une science, ça reste toujours quelque chose qui s'expérimente sur le moment. Alors très brièvement, avant de marquer une courte pause et de passer à notre seconde partie de l'émission, alors on avait élaboré très très brièvement, ça vaut ce que ça vaut, vous en discuterez sur les réseaux sociaux ou ailleurs, une théorie du short. Sachant que Michael nous regarde d'un air circonspect parce qu'on ne l'avait pas prévenu, l'équation étant donc que le short égale heel et que le slip égale face en général. Donc le dress code nous dit un petit peu quelque chose du catcheur et des fois ça peut tenir, des fois un peu moins. J'aurais dit l'inverse, moi, c'est marrant. Comme quoi finalement ça dépend des périodes, je pense, parce que moi j'aurais dit que les slips c'est vachement pour faire vieux catcheur, genre Roddy Piper, c'est un peu le vieux catcheur un peu fourbe justement, alors que le short c'est plutôt Bobby cool. Roode en ce moment. Oui, il a un slip, ouais. Et justement, oui, voilà. Et le short, c'est plutôt le catcheur qui est justement un peu plus dans l'attitude des racks, qui est un peu plus moderne, donc qui va être... Moi, je verrais ça comme ça, mais je sais pas... Là, c'était plus une boutade. Vous pourrez répondre justement sur... Jérôme va compléter avant qu'on marque une pause, mais vous pourrez répondre sur #CatchAcast, Christina Cordula. En fait, on était parti sur un truc très simple, c'est que... moi, en fait, j'étais parti sur NXT. Finn Balor, dont je sais que vous n'êtes pas spécialement fan autour de cette table. Donc Finn Balor, malgré son gimmick de Demon King, il a un slip et il est plutôt du côté des gentils. Et après, si on regarde les persos à short connus, donc on a Kevin Owens, perso en short, qui est un heel. Heureusement qu'il n'est pas en slip. Et puis Samoa Joe qui a, alors pour le coup, lui il a vraiment un short old school, il a vraiment un short en flanelle des années 80 quoi. C'est un méchant. Brock Lesnar, il a une sorte de short, mais bon voilà, Brock on sait pas trop ce qu'il est. Mais c'est vrai que quand j'avais pas du tout pensé à ce moment-là, mais quand Michael dit pour lui c'était peut-être à l'inverse, regarde Rousseff, tu peux pas imaginer Rousseff autrement qu'avec son slip brut. Mais
En fait, et c'est vrai que maintenant qu'on y pense, on est vraiment au maximum dans le fait de brouiller les pistes, parce que finalement, bon, si tu regardes à l'époque, donc quand André le Géant, parce qu'on n'en a pas parlé, et moi j'ai une vraie passion pour André le Géant, quand André le Géant, qui était toujours l'ami des enfants, parce que André le Géant à la base c'était quand même c'était un vrai babyface, c'était c'est le gros catcheur que tout le monde veut faire tomber et qui le vanne sur son physique finalement, parce qu'il est grand, il a une tête énorme, il souffrait de gigantisme, c'était une maladie. On va essayer de lui taper dans les jambes pour lui faire mal et tout, mais il finissait toujours pas gagner parce que quand même c'était quelqu'un au grand cœur. En fait, André le Géant, quand il a fait son heel turn, quand il a commencé, donc la première fois qu'il a agi comme un heel, donc en essayant de bananer l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il a porté, je dirais, l'univers sur un plateau à Hulk Hogan. Et André le Géant avec son vieux juste au corps, là pour le coup vraiment vieille génération, et Hulk Hogan avec son slip jaune fluo du futur, quoi, complètement. Donc la crise, la crise des babyface et des heels, c'est aussi de se demander est-ce que aujourd'hui comment est-ce qu'on porte une carrière ou comment est-ce qu'on porte un catcheur adverse, parce que n'oublions pas que le catch quand même c'est pas juste, c'est pas de la boxe, hein. Genre il n'y a pas un gagnant et un perdant, c'est que pour que quelqu'un devienne un gagnant et soit le vainqueur, il faut absolument que son adversaire soit en capacité de le porter, mais même littéralement. Et que André le Géant ait réussi à porter comme ça à Hulk Hogan qui montait quand même pas mal, et pour lui permettre en plus de faire un truc que jamais personne n'avait fait avant Hulk Hogan face à André le Géant, c'est-à-dire de body slammer André, c'est-à-dire le choper et le balancer, quoi. À la WWE, parce qu'apparemment ça avait été fait pas mal de fois avant. Oui. Et ben voilà, finalement, d'une remarque anodine et plutôt de la blague, on a réussi à pas mal débattre, hein. Vous prolongerez là-dessus, mais je crois que la parole de la sagesse, c'est celle de Michael, qui disait que ça dépend des périodes et des cas précis. Mais blague à part, je pense qu'il y a des petites choses quand même qu'on peut isoler, ne serait-ce qu'à la tenue des catcheurs. On va marquer une très brève pause et on va se retrouver pour notre seconde partie où on va se demander si les canons de beauté déterminent le heel, le face ou le cleaner. Seconde partie de cette émission dédiée à la crise des babyface et des heels et des twinners aussi. On se demandait si finalement, on va faire très simple, très bas du front, est-ce que être joli, être beau ou belle peut déterminer un heel, un face ou un twinner. Alors évidemment, la pierre angulaire qu'on a prise, parce que c'est malheureusement souvent par ce biais-là qu'on y rentre, c'est le cas pour les hommes aussi, mais en tout cas, à un moment où ça a été souvent déterminant, c'est le catch féminin. Alors on a eu la fameuse récemment Women Revolution qui donc Jérôme qui est en train de dodeliner, et vous comprendrez qu'il veut dire que ça reste une vaste blague. On va pas trop s'étendre là-dessus pour rester dans les temps, mais finalement en dehors de ça, si on note des grandes catcheuses, on a eu, sans faire du name dropping absolu, on a eu Mickie James qui elle est plutôt illustrée pour son côté sulfureux. Bon, c'est vrai qu'elle avait comme beaucoup de catcheurs et de catcheuses un physique qui lui permettait aussi de catcher avec talent. On avait notamment Beth Phoenix qui elle, alors on avait trouvé une définition entre guillemets, et c'est là où on se rend compte quand même, parler de catch féminin c'est toujours assez réducteur et on se retrouve toujours souvent à passer par le prisme masculin, qu'on a qualifié avec Jérôme de John Cena au féminin, de par ouais, Michael, tu t'es pas totalement d'accord? Non, si, oui, non, ça peut fonctionner, je l'accepte. Ça peut fonctionner, je valide. Et puis on avait encore une autre grande catcheuse pour la WWE assez emblématique qui était Lita,
qui évoluait auprès des frères Hardy et qui malgré elle aussi un talent assez conséquent restait comme beaucoup de catcheuses malheureusement dans l'ombre des deux membres emblématiques du trio. Donc là c'est un petit peu en train de changer, mais est-ce que justement ces canons de beauté est-ce que c'est un indicateur, est-ce qu'il y a un marqueur pour vous déjà, est-ce que ça vient dire si une catcheuse est heel, face ou pas, Michael, spontanément. Je dirais que pour les catcheuses, elles sont, enfin, c'est pas forcément toujours le cas, et maintenant on commence à avoir des catcheuses qui sont plus là pour leur mérite que pour leur physique. Mais comme pendant assez longtemps à la WWE, les catcheuses étaient plus là pour leur physique que pour leur mérite, elles étaient un peu toutes jolies de toute façon. Donc je me souviens pas avoir vu. Je sais pas, est-ce que vous avez des exemples ces dernières années de catcheuses qui étaient vraiment très laides, disons, et qui du coup étaient utilisées en fonction de ça par rapport au storyline. Je suis pas sûr en fait. On va dire que je fais une obsession sur NXT, mais par exemple, là en ce moment, alors en NXT évidemment le champion, la championne ultra dominante, la Brock Lesnar de la division féminine, c'est Asuka que jamais personne, elle est en train de battre le record de victoires d'affilée de l'histoire de la WWE. Mais par exemple face à Asuka, alors beaucoup de gens se sont cassés les dents. Mais en attendant que Ember Moon revienne, alors Ember Moon qui avait quand même qui a aussi surtout une carrière de catcheuse indépendante avant ça, on lui a mis Nikki Cross et on a vraiment joué sur le côté personnage désaxé, genre folle furieuse, alors que avant ça et avant je dirais l'arrivée d'Asuka, les catcheuses étaient toutes plutôt jolies. Quand elles étaient à l'époque des Four Horsewomen, c'était difficile de dire qui était vraiment heel, qui était vraiment face. Mais là, par exemple, on voit dans les divisions supérieures que Alexa Bliss en fait qui est qui est aussi là pour le coup quand même pas mal pour son mérite, mais qui à la base est quand même un modèle fitness, maillot de bain et j'en passe, vit à merveille je dirais son rôle de heel, qui est donc alors il appelle 5 Feet of Fury, donc 5 elle fait 5 pieds de haut, donc elle fait grosso modo 1m50 ou un truc du genre quoi. Et pour autant, elle est toute petite, elle est toute mimi, et c'est une heel. Et personne ne doute une seule seconde que ce soit une heel, parce qu'elle utilise des accessoires comme une sorte de gant de Freddy Krueger, où elle est vraiment extrêmement, elle est extrêmement bêcheuse avec ses adversaires. Mais je pense que de toute façon, si peut y avoir une relation entre le physique et le positionnement narratif, on va dire. Si je prends plus du côté des garçons, c'est plutôt dans l'autre sens souvent, parce que très souvent, les catcheurs qui sont, on va dire, très beaux, il y a tout de suite le gimmick du narcissique qui arrive et qui historiquement est un gimmick de heel, hein, ça n'a jamais été un gimmick de face. Donc généralement, être plutôt paradoxalement, babyface ne veut pas forcément dire jolie tête. Donc c'est assez compliqué. Et je ne sais pas si c'est vrai chez les filles aussi. Je ne sais pas s'il y a tellement des gimmicks de filles narcissiques. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Non, mais par contre, chez les manageuses, là par contre je pense qu'on peut dire que par exemple quelqu'un comme Vicky Guerrero, c'est exactement, j'avais à l'esprit. Sans vouloir lui manquer de respect, n'aurait probablement pas eu la même carrière si elle avait été très jolie. Je pense. Je pense qu'on peut le dire. Oui, on peut y aller là-dessus et être tranché. Alors, petite précaution entre guillemets, disclaimer, quand on vous parle de laideur et de beauté, c'est en rapport à des canons de beauté qui sont observés, heureusement ou malheureusement, on va dire, tant qu'ils font pas souffrir personne. En l'occurrence, donc voilà, si on parle d'un mec beau, ça va être plutôt physique. Vous regardez les couves de trucs bodybuildés ou des mecs ou des nanas qui globalement vont plaire dans les canons lambda, on entend bien, on précise. C'est intéressant parce que justement, je pense que chez les catcheurs, c'est pas tellement qu'ils soient beaux ou laids, c'est qu'ils se veuillent beaux ou laids. S'il y a un catcheur et
beau, mais qu'il a l'air normal, qu'il a l'air modeste. Je pense que la beauté, en fait, c'est pas tellement la vraie apparence dans le catch, c'est l'attitude plus que c'est l'attitude qui va avec. Et donc c'est pour ça que là il y a un positionnement par rapport au truc. La réponse c'est que voilà, le positionnement c'est tel catcheur se veut beau, donc c'est un méchant, ou telle catcheuse. Alors que la modestie est plutôt du côté des gentils. C'est peut-être cette dimension-là, oui. Après, il y a encore un sous-genre qui serait le fait de se grimer ou pas, de rajouter des choses. On parlait notamment de Finn Balor, qui a peut-être Jérôme qui allait prendre la parole, mais qui apparemment voulait dire ça. Bah écoute, on va pas te la voler, c'est un de tes chouchous, donc je te laisse peut-être ton idée. Non, mais tu as exactement vu là où je voulais en venir. C'est que typiquement Finn Balor, qui a un physique phénoménal. Je veux dire, le mec, il est vraiment, il s'est blessé quand il est revenu de blessure. Enfin, quand il a voulu revenir de blessure, il s'est entraîné comme un fou pour y arriver. Tu pouvais vraiment compter chacun de ses abdos très précisément. Donc, il avait vraiment le physique parfait, une sorte de. Alors justement, parce qu'en plus le physique c'est quelque chose d'extrêmement important pour la famille McMahon, donc qui est la famille derrière la WWE. Et finalement, Finn n'a jamais joué de son physique en dehors des capacités athlétiques dont il fait preuve sur un ring. Grosso modo, il a jamais ramené, je dirais, sa... Il a tendance à s'en aller dire même. Oui, voilà, donc avec le fameux Demon King. Donc c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, Finn a une sorte de physique athlétique parfait, une sorte pareil. Il a une tête à faire du cinéma, mais justement, je te coupe, désolé, mais par rapport à ce que je disais, il y a une des raisons pour lesquelles généralement les gens plus beaux vont être plutôt du côté des heels, c'est parce qu'il y a une réaction qu'on a tendance à anticiper de la part du public, qui n'est pas toujours vrai, je pense, c'est que le public va envier quelqu'un qui est trop beau ou trop musclé. Voilà. Donc du coup, quelqu'un qui est vraiment parfait ou qui est entouré, je sais pas, c'est pas toujours le cas, mais en fait, à la base, il y a des gens qui pensent que par exemple, quelqu'un qui va sortir à l'écran avec une femme très belle va plutôt avoir tendance à créer la jalousie. Oui. C'était le cas de Music Mise, par exemple. Donc c'est l'idée de est-ce que le public doit envier ou au contraire admirer Justement, je pense qu'on va terminer cette partie-là sur cette remarque-là et pour souligner de nouveau le déséquilibre homme-femme, au sens où cette dimension d'envie en général, elle va être beaucoup plus tolérée chez les hommes, même si effectivement ils ont un physique qui va bien, etc. Et on se dirait que vu qu'ils ont tout pour eux, on va plutôt les mettre en heel et ça va contrebalancer. Alors que pour les femmes, ça se pose plus dans le cas, les heels vont avoir des physiques un peu, entre guillemets, je vais avoir du terme, mais en marge. C'est-à-dire, on avait à l'époque Paige, quand elle était encore un peu là, c'était ce look gothique avec d'énormes guillemets. En ce moment, on a Nia Jax. La seule exception, c'est peut-être ce dont nous parle Jérôme, mais je pense qu'elle l'a tellement négocié, elle a une aura telle, et parce qu'elle est aussi peut-être ce qu'elle est à la NXT encore, c'est Asuka, donc anciennement Kana, qui elle mixe un peu tout, c'est-à-dire qu'elle a physiquement elle est plutôt bien fichue, elle a aussi ces moments où elle se grime, où elle joue là-dessus, et où finalement on arrive un petit peu à retrouver ses marques. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission avec une dernière question sur laquelle on va essayer de répondre brièvement. Finalement, les heels sont-ils une espèce en voie de disparition ? Parce qu'on voulait tourner la question plutôt sur les heels, parce que c'est là, pour qui aurait regardé la série Glow, vous aurez compris en regardant la série Glow que de toute façon le heel est l'ADN du catch, entre guillemets. Alors, pour toi, Michael, moi, j'ai pas l'impression, puisque il suffit de regarder SmackDown. Là, je lisais un article récemment qui posait la question justement de est-ce que les heels disparaissent. Mais à SmackDown, les heels sont très traditionnels, sont des bons vieux heels qui trichent et qui ne sont... Alors c'est très important et c'est souvent un peu la frustration qu'il y a quand on aime bien un catcheur, c'est que les heels ne doivent pas mériter leur victoire, donc les heels n'ont pas le droit de bien catcher. Sauf certains heels comme AJ Styles par exemple, quand il était heel, qui n'était pas vraiment heel parce que de toute façon il y avait 99% du public qui criait son nom, donc du coup
en tant que heel, il avait le droit d'être quand même très très fort. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a quand même encore besoin de heel, sinon il n'y en aurait plus. Je pense qu'ils ont déjà essayé à AEW de faire. Il y a eu des périodes probablement où c'était très flou, il n'y avait plus trop de heel, plus trop de face, et ils sont revenus à des choses assez classiques. Je pense qu'il y a une raison. L'attitude Era, grosso modo, donc l'attitude Era, c'était la grosse partie du milieu des années 90 où le catch a quitté, je dirais, les rivages du divertissement pour enfants pour aller vers le divertissement pour ado rebelle, mode moi mes jeux vidéo c'est Sonic et je joue pas à Mario parce qu'il est gros et qu'il a une moustache. À l'époque de l'attitude Era, t'avais l'impression que t'avais pratiquement que des heals au final. Ils étaient tous là pour se balancer des saloperies à la gueule, à qui mieux, et chacun leur tour. Et bon, l'attitude Era, on en est revenu, quoi. Heureusement, j'ai envie de te dire. Et la réponse, oui ou non? Sur la crise des heals? Oui. Est-ce qu'ils sont en espèce en voie de disparition? Moi, j'ai l'impression que en ce moment, en fait, les seuls catcheurs qui sont mis en avant, c'est les heals. Michael parlait de Raw. Moi là, j'ai vraiment fait très attention dernièrement à deux mecs que j'aurais peut-être pas du tout aimé auparavant, qui sont Miz et Rusev. Mm-hmm. Alors en plus, chacun ils ont la même particularité. Donc ce sont des heals. Ils se battent en slip tous les deux. Hein. C'est des heals. Et surtout, en fait, ils ont des trophy wives. Oui, des femmes qui sont mises en avant. Alors, qui les aident à gagner. Voilà, j'exagère. Hein, c'est pas aussi parce que Triple H finalement a aussi eu le gimmick de la Trophy Wife, mais bon, sa wife, son épouse, c'est quand même Stephanie McMahon, donc on est loin la fille du PDG, accessoirement. On est loin juste de la femme objet, mais à côté de ça, c'est quand même Maryse, donc qui est l'épouse carrément et Lana qui est l'épouse de Rusev, et Maryse étant celle de The Miz. Et eux sont emblématiques du fait que ce soit pas en crise pour toi. Voilà. C'est-à-dire que pour arriver à la réponse. Voilà, ils ont un vieux, c'est exactement ce que disait rapidement. Oui, ils ont un vieux gimmick dégueulasse de regardez ma femme, vous avez pas des femmes comme ça, vous. Oui. Et à côté de ça, c'est des mecs qui sont brillants en micro. Oui. Ils sont brillantissimes parfois. Et alors Miz fait un catch pépère mais efficace. Oui, tout à fait. Rusev à côté de ça est une sacrée athlète dans son genre, quoi. Voilà, typiquement. Donc les heals sont pas en crise dans la mesure où finalement c'est eux qui font le fond de l'affaire. C'est ce que Glo raconte et tu l'as très bien dit. Mais finalement, ils sont encore. C'est parce qu'aujourd'hui les heals sont over que les faces disparaissent. Alors je vais faire la réponse que j'ai toujours fait en mode escroquerie depuis le lycée, à savoir citer Lavoisier, et ça veut plus rien dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et pour dire que prendre des éléments que vous avez donnés, et moi je vais sortir de la WWE et je vais aller du côté USO japonais, américain et japonais, avec la Ring of Honor et la New Japan, pour prendre un exemple qui font partie d'un même groupe qui est le fameux Bullet Club, donc The Elite plus précisément. Ce sont les Young Bucks, le duo Young Bucks et Kenny Omega. Pourquoi ? Parce que ça rejoint à la fois ce que j'ai dit tout à l'heure du côté grand guignolesque, qu'on retrouve un peu chez The Miz d'une certaine manière, et le fait que un heel, donc un méchant, peut venir complètement, avec la réception du public, devenir un face. Jérôme me faisait la remarque pas plus tard qu'il y a quelques jours, Kenny Omega, ça devient une énigme parce que ce mec est en phase d'être considéré complètement comme un face par le public, vu qu'il a un niveau tellement hallucinant que ça dépasse, alors qu'il a un rôle de pourri où il incarne plus ou moins le côté dark du Terminator, plutôt Terminator 1 que le 2, le cleaner, etc. Donc voilà, je pense qu'on arrive à peu près plus ou moins à la même conclusion, qui est que finalement il y a juste une époque qui est en train d'avoir des mutations de ces modèles-là, mais qui n'ont pas disparu. C'est simplement qu'il faut y être attentif. Et... Juste pour ajouter un dernier point sur ce que tu dis sur Kenny Omega, donc, qui est US Champion à la New Japan depuis quelques semaines. Quand il a gagné son titre, il a claqué une promo qui était une pure promo de face,
alors que jusque-là, il a toujours été archi vendu comme un heel, parce que forcément, en fait, lui, il a connu un heel turn à la New Japan. Donc en fait, au début, c'était le gaijin qui parlait japonais, qui faisait les interviews en japonais, qui faisait des promos en japonais, qui était vraiment proche de... qui était un peu un comédie caractère, qui faisait des Hadoken dans ses combats. Et quand il a viré heel, full anglais, pantalon de cuir et tout, donc il a gagné un titre avec sa casquette de heel, et la promo qu'il a claquée, c'est du face. Ok, et ben moi ça me dérange pas du tout de terminer sur Kenny Omega. Voilà qui conclut cette émission. Évidemment, vous pourrez prolonger au besoin et à l'envie. On vous donne donc rendez-vous pour le prochain Catch a Cast. D'ici là, regardez des pay-per-view, faites-vous plaisir, soyez smart fans et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et on vous dit à la prochaine fois. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. 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 Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre.